Cet après-midi, je vous raconte Louise de Savoie, la mère de François Ier, ou la véritable histoire de celle qui fut la première régente du royaume de France et même régente par 2 fois. En quoi Louise de Savoie a-t-elle parfaitement incarné la femme de la Renaissance ? Quel rôle déterminant a-t-elle joué aux côtés de son fils, le roi de France ? Et comment s'est-elle imposée comme l'une des princesses les plus puissantes du XVIe siècle, jusqu'à devenir un modèle pour les générations suivantes ? Il aurait fallu voir à la cour de France la petite Louise de Savoie et percevoir l'éclat de son regard lorsqu'il se posait sur sa préceptrice Anne de Beaujeu pour savoir que la jeune orpheline de la maison de Savoie était destinée par le sort à régner sur le royaume de France. Il aurait fallu la regarder bien assise sur sa chaise et pleine d'attention, écouter les enseignements de la fille du roi Louis XI dans le cours des années 1480. Louise ne compte plus en effet les heures passées auprès de cette docte femme de 12 années, son aînée. Les heures passées à l'écouter évoquer les grandes figures princières qui l'ont précédée et exposer les vertus et la bonne conduite d'une princesse. Les yeux fixés sur sa préceptrice, elle ne peut s'empêcher d'admirer le courage et la puissance de cette femme qui assure la régence du royaume. Dans l'attente de la majorité du dauphin, son frère, c'est elle qui tient lieu de roi, et c'est d'une main de maître qu'Anne de Beaujeu dirige la France avec l'appui de son mari Pierre de Beaujeu. C'est auprès de celle qui est à la fois sa préceptrice, sa cousine et sa tante que Louise passe alors la majeure partie de son temps depuis le décès de sa mère et son arrivée en 1483 à la cour de France. Anne de France, fille aînée du roi Louis XI, est chargée en vertu de son statut de l'éducation des jeunes filles de la cour et de la prendre donc sous son aile. Et Louise lui reconnaît des qualités indéniables. Elle ne peut que s'émerveiller de voir cette jeune femme tenir tête aux princes qui, à la mort de son père, veulent s'emparer du pouvoir en attendant la majorité du nouveau roi Charles VIII. Louise n'est pas la seule auprès d'Anne de France. Les princesses de haut rang, voire même de jeunes reines comme Marguerite d'Autriche, suivent également ses enseignements. Mais la Savoyarde sera de celles qui restera marquée par cette femme forte, considérée plus tard comme l'une des plus influentes de la Renaissance et qui lui a transmis, en plus d'une éducation chrétienne et humaniste, un exemple inédit de régence. À son contact, elle s'est instruite, modelée et forgée à l'école des filles de France. Ainsi, si rien ne prédestinait la petite orpheline de Savoie à gouverner le royaume de France, tout dans son éducation l'y préparait. Car Louise de Savoie ne s'en doute pas encore, mais elle s'apprête à devenir l'une des femmes les plus puissantes de son temps. Fille aînée d'un turbulent seigneur, Philippe de Bresse, appelé aussi Monsieur Santerre, Louise grandit avec son jeune frère dans l'austère forteresse de Pondin, en Savoie. Si elle est liée par sa mère aux maisons de Bourbon et de Bourgogne et par son père à la famille de Savoie, elle ne doit pas compter sur ce dernier pour connaître la fortune. Révolté contre ses parents, Philippe de Bresse a été réduit à l'obéissance par le roi de France, dont il a toutefois su gagner l'amitié. Mais Dieu veille sur le sort de Louise et prend soin de l'initier dès son enfance à son futur métier de régente, car un grand malheur fond bientôt sur la maison de Savoie, l'arrachant à son château natal. Au printemps 1483, en effet, sa mère s'éteint, moins de 7 ans après lui avoir donné le jour. Peu enclin à s'occuper de ses enfants, Philippe de Bresse confie la petite Louise à sa sœur, Charlotte de Savoie, qui a épousé le roi de France Louis XI. À 7 ans, et accompagnée de son petit frère Philibert, Louise fait donc sa première entrée à la cour de France. Propulsée au cœur d'une des plus grandes cours européennes, elle a tout de même la joie d'y retrouver des princesses de son âge, toutes orphelines de mère et confiées comme elle, par leur lien à la famille française, aux bons soins de Charlotte de Savoie. Toutes ces filles de la noblesse, lorsqu'elles en auront l'âge, devront par leur mariage assurer, vous l'avez compris, des alliances favorables à la couronne de France. Sur cet échiquier politique, Louise n'est pas en reste. Dès sa naissance, Louis XI projette de la marier avec le comte d'Angoulême, Charles d'Orléans. Le comte a 16 ans de plus que Louise, mais une telle union permettrait au souverain français d'éloigner les Angoulême d'une alliance avec la Bourgogne et de s'assurer la fidélité de son beau-frère, le père de Louise, auquel il offrirait ainsi un gendre éclatant. Ratifié à la première année de Louise, le mariage est célébré 11 ans plus tard, en 1488. Après 5 années passées auprès des rois de France,
La petite Savoyarde quitte donc la cour pour suivre son mari dans son château de Cognac et tenir son rôle de nouvelle comtesse d'Angoulême. Son arrivée sur les rives de la Charente s'accompagne d'une cruelle déception. Car si elle est officiellement l'épouse du comte d'Angoulême, Louise trouve peu d'affection auprès de son bien-aimé. Elle n'a que 12 ans quand lui en a 29 et le cœur surtout déjà pris par deux maîtresses. Il lui faut d'ailleurs endurer à ses côtés la présence de l'une d'elles, Antoinette de Polignac. Au-delà de leurs différences d'âge, les époux divergent par leur caractère. Élevée dans le faste de la cour, Louise est devenue une jeune fille délicate, habituée au luxe et à l'animation princière, tandis que Charles s'est forgé dans un environnement austère, dont il apprécie le calme et la simplicité. Un intérêt commun pour les livres et le savoir les rapproche toutefois, et enchante Louise qui peut continuer à satisfaire la passion qu'elle avait développée dans la bibliothèque de sa préceptrice Anne de Beaujeu. Louise passe de longues heures au milieu des ouvrages enluminés et des auteurs humanistes de son temps. Elle retrouve d'ailleurs en sa belle-mère la personnalité forte et lettrée de son ancienne éducatrice, et elle se trouve tout à son aise dans cette cour où fleurissent les arts, les lettres et les savoirs. De là naît l'importance qu'elle attachera toute sa vie aux artistes. Ces divertissements n'effacent en rien l'inquiétude qui ne cesse de grandir en elle. Après plusieurs années de mariage, Louise ne parvient pas à donner de progéniture au comte d'Angoulême. Il faut dire qu'elle n'a pas encore atteint sa 15e année. Pour conjurer le sort, elle implore le ciel et va trouver François de Paule, un religieux ermite réputé pour ses miracles. C'est là qu'elle reçoit, selon la chronique, la prophétie qui allait sceller toute sa vie. Car le saint homme lui prédit non seulement la naissance d'un garçon, mais il lui assure qu'il sera un grand roi. C'est une joie immense, un coup de tonnerre dans la vie de Louise, que l'annonce du moine ne quittera plus désormais. L'enfant qu'elle met au monde quelque temps plus tard n'est pourtant pas le fils annoncé, mais une fille qu'elle prénomme Marguerite, du nom de ses deux grands-mères. Mais Louise persévère, elle n'en doute pas une seconde, bientôt naîtra d'elle un fils qui sera roi. L'inespéré se produit alors 2 ans plus tard, lorsqu'elle donne naissance à son 2e enfant. Rien ne le destine pour l'instant à monter sur le trône, mais c'est bel et bien un garçon qui voit le jour en ce 12 septembre 1494 à Cognac. Il faut s'imaginer la fierté de Louise à la vue de François, ce fils tant attendu, ce César triomphant, comme elle aime à le désigner. Et elle ne croit pas si bien dire. Oui, mais pour l'heure, rien n'est joué. Le souverain en place sur le trône, le jeune Charles VIII, n'a que 23 ans et de belles années devant lui. Il ne fait aucun doute qu'il mettra au monde un héritier. Chez les Angoulême, au contraire, la mort rôde et emporte brutalement le comte Charles d'une crise de fièvre au tout début de l'année 1496. Louise n'a que 19 ans et se retrouve déjà veuve. Elle endosse aussitôt ses habits de deuil qu'elle ne quittera plus désormais. Privée de l'homme qui lui est cher, Louise s'adonne tout entière à l'éducation de ses enfants. C'est à eux qu'elle consacre désormais tout son temps, retirée dans le château de son défunt mari à Cognac. Au jeune François, elle transmet avec la même exigence l'enseignement qu'elle avait reçu d'Anne de France et qu'elle puise dans les livres et les exemples des hommes illustres de l'histoire. Éduquée par celle qui possédait l'une des plus belles bibliothèques de la Renaissance, Louise fait sienne une devise qui la détermine tout entière « Pour mes livres et mes enfants ». Elle a à cœur de faire de son fils un prince plein de sagesse et de vertu, qu'elle considère comme les qualités essentielles d'un bon gouverneur. Au château de Cognac, c'est là que lui parvient en 1498 une nouvelle terrible pour le royaume, mais dont elle peut se réjouir. En descendant dans les fossés du château d'Amboise, le roi Charles VIII a heurté le linteau d'une porte trop basse et vient de succomber à la violence du coup. Âgé de 27 ans, il laisse le royaume sans héritier, car des 6 enfants que lui a donnés la reine Anne de Bretagne, aucun n'a dépassé le seuil du berceau. C'est son cousin, le duc d'Orléans, qui monte donc sur le trône sous le nom de Louis XII. Son mariage avec Jeanne de France, appelée la Boiteuse en raison de son infirmité, ne lui a pas permis à lui non plus de donner un dauphin à la couronne. En l'absence d'héritier direct, c'est le fils de Louise de Savoie, François, qui devient le premier prétendant à la couronne de France. Louise ne peut s'empêcher de voir dans ce coup du destin la réalisation de la prédiction du religieux François de Paule. Louis XII, cependant, est loin de partager cet avis. Bien décidé à mettre au monde un héritier de son sang, il n'hésite pas à répudier sa femme, la pauvre Jeanne,
qui se retire dans un monastère. Aussitôt son mariage annulé, c'est vers l'ancienne reine, Anne de Bretagne, qu'il se tourne pour en faire la nouvelle compagne de sa vie et son vœu le plus cher, la future mère du dauphin. Pas de quoi, cependant, effrayer Louise, qui a suivi de près les accouchements malheureux d'Anne de Bretagne. Pleinement confiante en l'avenir, elle se réjouit de penser que seule une naissance, à laquelle elle ne croit guère, pourrait encore faire obstacle à l'accession de son fils sur le trône. D'ailleurs, aux nouvelles qui lui parviennent, cet héritier n'est pas tout à fait pour tout de suite, car la pauvre Anne de Bretagne enchaîne les fausses couches. Les seuls enfants qui survivent sont des filles, Claude et René. Son fils François reste donc l'héritier. Aussi l'espoir du trône se rapproche-t-il chaque jour un peu plus des Angoulême à mesure que les chances d'une naissance dans la famille royale s'amenuisent. Louis XII lui-même finit par se faire à l'idée qu'il n'aurait pas d'héritier et soucieux de l'éducation du futur roi, il accorde à François le titre officiel de dauphin et fait venir la petite famille à Chinon pour s'assurer de leur sécurité. Tout à la fois autoritaire et possessive, Louise est contrainte de partager sa tutelle avec le maréchal de Gier, chargé par le roi de veiller sur François d'Angoulême. Car pour Louise, le chemin vers le trône ne se fait pas sans douleur. Appelé auprès de Louis XII pour y apprendre son futur métier de roi, son fils chéri doit quitter Chinon en août 1508. Mais elle se console à la pensée du brillant mariage que promet le roi à son fils en lui offrant sa fille Claude, héritière du duché de Bretagne. Si Louise peut croire à sa réussite définitive à la mort d'Anne de Bretagne au début de l'année 1514, elle déchante rapidement car Louis XII espère bien encore avoir un fils. À 52 ans, il épouse Marie Tudor, une troisième épouse qu'il laisse veuve quelques mois plus tard à la fin de l'année 1514, confirmant ainsi les espoirs de Louise. Le 1er janvier 1515, le fils de Louise devient donc roi de France sous le nom de François Ier. Mais là encore, elle se montre un véritable soutien pour le nouveau roi qui place toute sa confiance dans l'expérience et la sagesse de sa mère. Aussi, c'est tout naturellement vers elle qu'il se tourne pour assurer le gouvernement du royaume lorsqu'il part mener campagne en Italie, seulement 6 mois après son accession au trône. Au mois de juin 1515, du château d'Amboise, Louise reçoit la régence, prend donc en main les rênes du royaume et s'affirme comme une femme de pouvoir. C'est là qu'elle apprend l'éclatant succès de son fils, victorieux des Suisses à Marignan. À la tête de l'État, Louise de Savoie, la régente, se révèle pleine de sagesse et d'autorité, des qualités qui ne vont pas la desservir quand le temps des crises viendra. Oui, car l'histoire se répète une petite décennie plus tard, lorsqu'en octobre 1524, François Ier se lance dans la reconquête du Milanais repris par les Espagnols. Louise de Savoie laisse partir son fils, triste et surtout inquiète de l'état des caisses du royaume, laissé vide par les précédentes campagnes. Elle ne peut s'empêcher de penser au roi et aux grands troubles qui fonderaient sur le royaume s'il lui arrivait malheur. Jusqu'au bout, elle tente de dissuader le roi d'une telle expédition, mais rien n'y a fait. François Ier est résolu à partir à la bataille. Louise prend donc courageusement les rênes du pouvoir, devient une deuxième fois régente avec l'espoir que son fils sera bientôt de retour. Novembre, décembre, puis janvier passe, et la régente reçoit quelques nouvelles de l'avancée de la campagne qui se veulent rassurantes. Les Français ont repris Milan, et François Ier cherche à négocier la paix avec les Espagnols qui refusent pour l'heure toute négociation. Début janvier, c'est le roi lui-même qui tranquillise sa mère. L'armée française est bien plus puissante que celle des Espagnols, lui écrit-il. L'armée française inspire grande crainte aux armées du roi Charles Quint, qui répugnent à passer à l'attaque. Louise de Savoie reprend alors confiance. Las, la nouvelle de la défaite tombe. C'est un émissaire qui la lui porte à l'aube du 28 février 1525. Pourtant, hier encore, les missives étaient les plus optimistes. Le roi assurait en avoir bientôt fini avec le siège de Pavie, défendu par une poignée de combattants espagnols. Sûr de sa victoire et malgré un épais brouillard, il lançait ses troupes à l'assaut de la citadelle. Juché sur son destrier, il n'avait d'ailleurs pas hésité à se rendre au cœur de la bataille pour encourager ses troupes. Mais voilà qu'un trait atteignit son cheval qui s'effondra à terre. Forcé de continuer le combat à pied, il était bientôt cerné d'ennemis et assailli de toutes parts. La nouvelle de sa captivité, plus cruelle encore que celle de la défaite, est alors un véritable coup de poignard dans le cœur de sa régente de mer. Louise craint le pire et ne peut s'empêcher de penser au grand-père de son fils,
Charles d'Orléans gardé en captivité par les Anglais durant 33 longues années. Pour Louise, c'est un gouffre immense qui s'ouvre devant elle. Privée de son fils, elle doit désormais gouverner seule un royaume délabré, amputé de la plupart de ses princes. Ceux que le champ de bataille n'a pas engloutis sont retenus dans les prisons de l'empereur. Quant au petit nombre qui en est revenu, certains sont morts de honte et de chagrin dans leur lit. Plus que quiconque, la régente éprouve l'ampleur du désastre de Pavie. Dans une lettre de son fils lui parvient rapidement, pleine de grandeur d'âme, « De toute chose, écrit-il à sa mère, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Charles Quint tient en effet à assurer une captivité décente aux prisonniers de marque qu'il détient. Il veille donc à ce que Louise reçoive régulièrement des nouvelles de son fils. Mais la régente ne se laisse pas abattre. Convaincue qu'il lui faut agir, elle s'installe à Lyon, au plus proche de l'Italie, et s'attelle à la tâche. Administrer le pays, préserver la couronne et faire libérer son fils. Elle n'a en tête que ces 3 principes, comme le souligne sa biographe qui est avec nous cet après-midi, Aubrey David Chappy. De longs mois de négociations avec Charles Quint attendent Louise de Savoie et il lui faut 1 an et demi pour obtenir le retour du roi. Mais le prix de la liberté est lourd, bien lourd même pour Louise, qui doit laisser en otage les 2 fils de François Ier, qui n'ont pas encore 10 ans, en attendant la remise de la Bourgogne à l'empereur. Il faut imaginer la joie toute mêlée de tristesse qu'éprouve alors Louise, retrouvant son fils en même temps qu'elle perd ses 2 petits-fils. Et elle n'est pas prête de les revoir, car dès son retour tant attendu dans son royaume, François Ier annonce qu'il ne donnera pas la Bourgogne à l'empereur, et brise ainsi le traité de paix conclu entre les 2 puissances. La guerre reprend donc de plus belle entre la France et l'Italie, mais Louise de Savoie est une femme de paix. Malgré le retour du roi, elle conserve son titre de régente et son pouvoir sur les affaires diplomatiques. Elle n'a de cesse d'œuvrer pour la réconciliation des 2 rivaux. Comme elle l'avait fait 6 ans plus tôt, lors de la rencontre entre son fils et le roi d'Angleterre au camp du Drap d'Or, la régente use de son influence pour négocier en faveur de la paix. De son château de Cognac, elle parvient à unir toutes les puissances voisines en une ligue à laquelle elle invite Charles Quint à se joindre. Devant son refus, elle décide de s'adresser à Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, qu'elle connaît bien pour l'avoir côtoyée durant son enfance à la cour de France. Et c'est par l'entremise de ces 2 femmes qu'est signé le traité de Cambrai, qui instaure enfin la paix entre le royaume de François Ier et l'empire de Charles Quint. Signé par Louise et Marguerite le 3 août 1529, l'accord restera gravé dans les mémoires comme la paix des dames, un événement qui scelle l'autorité de Louise de Savoie. Avec le succès du traité de Cambrai, Louise acquit là plus de pouvoir qu'aucune femme de la famille royale n'en avait jamais eu alors. Mais elle atteint l'âge mûr des femmes que la vie n'épargne plus. Très affaiblie par la captivité de son fils François Ier puis de ses petits-fils, Louise de Savoie a perdu la vigueur de sa jeunesse. Il lui faut alors se résoudre. Elle ne peut être présente à la ratification du traité de Cambrai. Elle va pourtant au-devant de ses petits-fils enfin libérés, après 4 années de captivité en Espagne. Mais le chemin pour Bordeaux est trop long pour elle, et elle doit s'arrêter à Thouars, où les 2 enfants la rejoignent. Les mois qui suivent la trouvent à Fontainebleau, affaiblie par la maladie, mais entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Pour fuir la peste qui sévit, sa fille lui conseille de se retirer dans son château de Romorantin. Le 22 septembre 1431, Louise se met alors péniblement en route, et malgré la douceur du mois de septembre et l'attention de ceux qui l'entourent, elle s'effondre en route. La comtesse d'Angoulême n'atteindra jamais les terres que son mari lui avait données en dot. La vie l'abandonne sur la route au cœur du royaume qu'elle avait si souvent arpenté au service de la couronne. François Ier est à la chasse lorsqu'il apprend la terrible nouvelle. Il est terrassé. Non seulement il vient de perdre son indéfectible soutien, cette mère qui n'a cessé de veiller sur lui, mais il n'a pas pu être là pour recueillir son dernier souffle. Pour honorer la mémoire de celle qui avait soutenu le royaume dans ses heures les plus difficiles, François Ier ordonne des funérailles d'1 mois, dignes d'un souverain. Car, et pour reprendre les mots d'Aubrey David Chappy, femme d'État engagée au service de la couronne, elle a en effet œuvré sa vie durant pour son fils et pour le royaume, par amour et même par dévotion, faisant ainsi figure de modèle pour la mère des derniers Valois. Si Louise n'a pas été reine, elle s'est conduite en roi. Europe 1, historiquement vôtre.
Aubrey David Chappy, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Si Louise n'a pas été reine, elle s'est conduite en roi. Ce sont donc vos mots dans la biographie que vous consacrez à celle qui est devenue la première femme officiellement nommée régente du Royaume de France. Vous la qualifiez même d'alter rex. Rien, au fond, ne distinguait ses prérogatives de celles du roi pendant les périodes de régence? Alors en fait, tout ce qui différencie Louise de Savoie de son fils François Ier, c'est qu'elle n'a pas été sacrée. Elle n'est pas reine. Donc elle n'a pas cette sacralité du souverain. Mais en revanche, François Ier a bien tout parfaitement organisé avant de partir. Et donc, en fait, il a édicté des lois, des ordonnances royales, dans lesquelles il explique quelles seront les prérogatives de sa mère. Et ces prérogatives sont immenses. Ce qui fait qu'en 1515, une régence relativement courte, Louise de Savoie gère le royaume, elle l'administre. Et puis en 1524-1525, lors de la seconde régence, eh bien là, elle est véritablement comme un second roi, comme un autre roi, puisque François Ier est absent. Est-ce qu'elle a dû faire face à des oppositions? Est-ce que certains ont contesté son pouvoir de régente? Alors, justement, le fait d'utiliser en fait une ordonnance légitime, Louise de Savoie dans ses fonctions. Donc en soi, on ne remet pas particulièrement en question la décision du souverain. Voilà. En revanche, elle a été contestée pendant l'année 1525 parce que le Parlement, notamment, aurait bien voulu avoir un petit peu plus de pouvoir et partager avec Louise la régence du royaume, en quelque sorte. Mais Louise de Savoie ne l'entendait pas du tout ainsi. Aubrey David Chappy, j'aimerais que l'on s'attarde un court instant sur les représentations de Louise de Savoie reproduites dans la biographie que vous lui consacrez. On note d'abord qu'elle est toujours vêtue de noir. C'est peut-être l'image qu'elle veut donner d'elle-même, d'incarner justement la veuve du comte d'Angoulême et la mère du roi. C'est ça. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Louise de Savoie devient veuve extrêmement jeune, puisqu'elle n'a pas 20 ans, elle a 2 enfants. Elle aurait dû normalement se remarier. Or, Louise de Savoie se refuse à se remarier tout simplement parce qu'en fait, elle conserve toute liberté d'action en étant veuve. Elle a bien plus de liberté comme veuve que comme épouse, en fait. Et donc, elle se dévoue totalement à ses enfants, au livre, on l'a dit, et puis aussi bientôt au royaume. Et cet habit noir qu'elle revêt lui confère un certain prestige à la cour parce qu'il est symbole de sagesse, il est symbole de prudence. Or, évidemment, ce sont des vertus qu'il faut posséder pour gouverner et puis aussi pour instruire un futur roi, un dauphin. Et donc, c'est un habit extrêmement symbolique. Et il faut imaginer Louise non pas terne à la cour en habit noir, mais au contraire rayonnante de cette couleur qui finalement tranche avec la couleur des robes des autres princesses. On trouve plusieurs extraits du journal de Louise de Savoie dans votre livre. Quels indices ces écrits donnent-ils sur sa personnalité et quelles sont leur fiabilité historique? Alors, Louise a écrit son journal après coup. Donc, elle peut avoir reconstruit certains événements et surtout, elle prend en compte uniquement certains événements qui ont une dimension astrologique parce qu'elle s'intéresse déjà, comme le fera plus tard Catherine de Médicis, aux astres. Donc, tous les événements de son existence ne sont pas précisés dans ce journal. Seulement certains. Il transparaît tout d'abord son grand amour pour celui qu'elle appelle son César, ça c'est la première chose. Et puis certains aspects de sa personnalité, et notamment un aspect, par exemple à un certain moment elle se réjouit parce que Anne de Bretagne vient de perdre un enfant. Et bon, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais en fait elle écrit que cela n'aurait su retarder l'exaltation de son César. Et donc, elle ose écrire quand même cette chose et ça montre quand même qu'elle est complètement dévouée, peut-être à outrance, à son fils. Voilà. Et ça, elle n'a pas jugé de le réécrire, donc ça prouve la véracité historique, parce que c'est le genre de mouvement d'humeur qu'on peut avoir. Ça part du cœur, du profond du cœur. Et il y a autre chose aussi. Elle dit d'ailleurs, c'était une femme pieuse, mais elle dit que en cas de problème, il ne sert à rien de faire des Notre Père, des patenôtres, mais il faut être une femme d'action. Voilà, elle écrit ça, que les prières, c'est bien, mais il vaut mieux être une femme d'action. Contrairement à sa préceptrice, la fille de Louis XI, Anne de Beaujeu, qui est une femme du Moyen-Âge, Louise de Savoie incarne parfaitement, selon vous, la femme de la Renaissance.
Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, alors, cette femme de la Renaissance? C'est l'amour des arts? Alors, c'est l'amour des arts, oui, mais de certains arts. Parce que finalement, on peut être une femme du Moyen-Âge et aimer les arts, comme Anne de France, hein, Oui, bien sûr. comme déjà. Louise de Savoie a un tropisme un tropisme pour l'Italie. Voilà, elle aime l'Italie, elle aime les arts italiens, et c'est d'ailleurs elle qui transmet à son fils cet amour cet amour de l'Italie. Quand François Ier a 7 ans, il envoie une lettre à Mantoue pour demander un tableau de Mantegna. Mais qui lui a dit d'écrire cette lettre? Eh bien, c'est forcément Louise de Savoie. Elle fait venir aussi Léonard de Vinci à la cour, hein. Enfin, c'est François Ier qui l'appelle, mais sous l'influence de sa mère. Donc c'est véritablement une femme qui est fascinée par les arts italiens. C'est une femme de la Renaissance parce qu'elle aime les lettres, elle aime l'humanisme, elle aime toutes les nouveautés littéraires de son époque. Elle aime aussi les imprimés. Elle en commande énormément de livres imprimés, et ça, c'est vraiment caractéristique de cette époque. Et puis, elle s'occupe évidemment aussi en France de faire construire des châteaux. On sait que, par exemple, elle écrit à François Ier qu'elle est passée à Chambord pour voir comment avancent les travaux, et certainement aussi pour donner des ordres. Donc en France aussi, elle est là pour faire avancer tous les grands chantiers de construction de son fils. D'ailleurs, son fils voulait lui construire le château de Romorantin, en faire la Oui, capitale du royaume même. voilà. Installer sa capitale à Romorantin, c'est dire qu'il aimait beaucoup sa maman. Oui, parce que je ne veux pas critiquer Romorantin, loin de moi cette idée. Non, c'est très joli, il y a un oui, cours d'eau. c'est très gentil, c'est très joli, et en effet, il aurait fait construire en fait un double palais, Oui. avec un palais pour lui-même en fait, et puis en miroir un palais pour sa mère. Et c'est dire quand même l'affection qu'il porte à sa mère, et puis aussi l'estime qu'il a pour elle. En quoi est-ce que Louise de Savoie était, on peut le dire, l'une des femmes les plus puissantes de l'Europe de la Renaissance? Alors, c'est une femme extrêmement puissante en France, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle exerce son pouvoir comme un roi. Elle utilise même la formule «car tel est notre plaisir», hein, qui est normalement une formule royale. Elle explique même qu'elle va au-delà des prérogatives que son fils lui a accordées. Et en Europe, eh bien finalement, en dehors de Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, il n'y a aucune femme qui soit aussi puissante qu'elle. Mhm. La devise de Louise de Savoie est Libris et liberis, que l'on peut traduire par pour mes livres et mes enfants, comme je le racontais dans mon récit. Quel type de livre, justement, remplit la bibliothèque des Angoulême? On vient d'inventer l'imprimerie, hein. Gutenberg, c'est pas très, très ancien, et donc elle achète beaucoup de livres imprimés depuis que l'imprimerie existe. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'à cette époque, les imprimés sont encore enluminés. Mm. Ce qui leur confère évidemment un caractère. Un prix aussi, Oui, hein, un très prix. important. Et puis c'est des choses qui sont tout à fait luxueuses et qui sont magnifiques. Donc évidemment, elle fait travailler les plus grands enlumineurs, et elle commande de très très nombreux ouvrages. Alors on a aussi bien des livres évidemment de piété, des livres de dévotion. Ça, c'est le fond, habituel. Voilà, c'est le fond de la bibliothèque de tout prince, de toute princesse, et même de tout bourgeois de l'époque. Voilà, donc ça c'est une première chose, mais elle a également des livres de Christine de Pisan, cette grande femme qui a écrit notamment sur le pouvoir et sur le pouvoir au féminin. Elle a des livres de Boccace, hein, qui est un écrivain humaniste italien très très en vogue à la cour de France au XVe et au XVIe siècle. Elle a également des livres de géographie, des livres d'histoire. Donc en fait, c'est une librairie ou une bibliothèque extrêmement complète, et évidemment, elle commande des livres pour elle-même, mais elle les commande aussi pour son fils, parce qu'il faut le former en tant que futur roi. Mhm. Louise de Savoie se charge d'éducation de ses deux enfants, Oui. Marguerite d'Angoulême et François, qui deviendra l'archétype du souverain de la Renaissance. Même question qu'il y a un instant, qu'est-ce qui caractérise un souverain de cette période? Et même, pour avoir étudié un petit peu Marguerite d'Angoulême, on peut dire que les deux étaient de grands lettrés. Oui. Oui, il se trouve que donc Louise de Savoie a parfaitement éduqué ses enfants, je pense, et elle a donné naissance à Marguerite de Navarre, qui est en effet une femme de lettres, elle-même écrivain, poétesse, auteur donc de l'Heptaméron. François Ier lui-même écrit des poèmes, hein. Donc elle a transmis ce goût des lettres à ses deux enfants. Et qu'est-ce qu'un prince de la Renaissance? Eh bien, c'est un prince éloquent. C'est un prince aussi qui connaît les langues, hein, puisque ce qu'il faut bien dire, c'est qu'elle lui a fait apprendre
aussi bien l'italien que l'espagnol. Marguerite, elle, écrivait le latin et le comprenait. C'est être capable de s'exprimer dans différentes langues avec un petit peu tout le monde, dans un langage doux, avec amabilité. Voilà ce que c'est. J'aimerais revenir quand même sur la rivalité des deux femmes, Anne de Bretagne, qui avait épousé Charles VIII et Louis XII, une seule femme pour deux rois, et l'un après l'autre. Oui, quand même. et Louise de Savoie. C'est une rivalité féminine ou c'est simplement une rivalité de circonstances parce qu'en fait, Louise de Savoie voulait absolument que son fils, selon la prédiction de François de Paule, monte sur le trône? Louise de Savoie est une femme qui est extrêmement volontaire, c'est une femme qui en veut véritablement, et donc tant que son fils n'est pas roi, eh bien elle espère sans cesse qu'il le devienne un jour. Et comme nous l'avons dit, la seule possibilité pour que son fils monte sur le trône, c'est qu'Anne de Bretagne n'ait pas d'enfant. Donc en fait, l'antagonisme entre les deux, il est vraiment là. Mais elles se sont quand même opposées sur la question du mariage de Claude de France, la fille donc d'Anne de Bretagne et de Louis XII, puisque Anne de Bretagne ne voulait pas que Claude épouse François d'Angoulême. Elle voulait lui faire épouser le futur Charles Quint, parce qu'elle ne voulait pas que le duché de Bretagne entre dans la couronne entre en fait dans le royaume de France. Elle voulait le conserver intact et intègre. Et donc, en fait, Louise de Savoie, alliée à Louis XII, ont organisé le mariage de Claude de France, contre la volonté d'Anne de Bretagne, qui en a été certainement très furieuse. Et c'est comme ça que la Bretagne, d'ailleurs, est entrée dans la couronne de C'est France. ça. Alors que tant qu'elle était duchesse de Bretagne, en même temps que reine de France, Oui. il y avait toujours des libéralités Oui. conservées à la Bretagne. Oui, c'était un duché indépendant. Oui. L'emblème de Louise de Savoie, c'était la cordelière. Aubrey David Chapuis, qu'est-ce que cette cordelière symbolise? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que Louise de Savoie utilise de très nombreux symboles. Voilà, elle utilise tout le temps des symboles parce que pour se représenter, pour représenter son pouvoir, elle crée des images autour de sa propre personne et elle veut créer aussi un imaginaire autour de sa propre personne. Et donc la cordelière, c'est un de ces symboles qu'elle n'est pas la seule à utiliser, puisque justement Anne de Bretagne l'utilise également. La cordelière, c'est la corde, et en fait ça vient étymologiquement du latin corse, aussi le cœur. Et elle est donc en fait celle qui garde les gens unis par sa corde, en fait, par cette cordelière. Elle garde sa famille unie, elle, son fils, sa fille Marguerite, puisqu'elle parle même d'une trinité des Angoulême, hein. Et puis elle garde aussi le royaume uni. Elle est Dame Concorde. Voilà. Et notamment, elle arrive à garder le royaume uni pendant la captivité de François Ier. Voilà ce que représente cette cordelière. Aubrey David Chapuis, Louise de Savoie meurt en 1531 et vous expliquez qu'au XVIe siècle, certaines femmes de pouvoir l'érigeront en modèle, à commencer par Catherine de Médicis, l'autre veuve noire, qui jouera aussi à fond après la mort d'Henri II de ses robes noires et de son veuvage. Alors en fait, Catherine de Médicis, c'est bien... oui, en effet, une grande admiration pour Louise de Savoie, qui est pour elle un véritable modèle. C'est un modèle politique, parce que on sait notamment que Catherine a écrit un jour une lettre pour dire que bien non, elle n'avait pas suffisamment de pouvoir lors d'une régence, parce que avant elle, Louise de Savoie en avait eu plus. Elle voulait autant de pouvoir que Louise de Savoie. Donc on sait que c'est son modèle puisque Catherine l'a écrit. Et en effet, elle reprend exactement comme Louise de Savoie, eh bien cet habit noir, symbole donc de sagesse, de prudence, et elle est elle aussi toute dévouée à ses enfants. Voilà. Pour terminer, quel lieu faut-il visiter en France pour marcher sur les pas de Louise de Savoie? Le château de Cognac, par exemple, qui est dans... Excellente idée, oui. Le château de Cognac Cognac, c'est une très jolie ville, et le château de Cognac alors est devenu aujourd'hui une maison de Cognac, ça se visite. Oui. Et en plus, ça a été restauré il y a peu de temps, donc la façade laisse bien apparaître justement les transformations de la Renaissance qui ont été ajoutées par Louise de Savoie. Donc ça, c'est un premier lieu. Et puis Romorantin, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est un autre endroit où se rendre sur les pas de Louise de Savoie. Et puis dans les bibliothèques aussi. Il y aurait bientôt une exposition à Tours sur les femmes entre Moyen-Âge et Renaissance. Et puis, dans cette exposition, il y aura des manuscrits ayant appartenu à Louise de Savoie. Voilà.
Mais merci beaucoup, Aubrey David Chapin, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la régente Louise de Savoie. Je rappelle que la biographie que vous lui consacrez est disponible aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.